Bonsoir tout le monde. Donc nous revoilà avec un nouveau sujet qui nous préoccupe tous pendant cette période de confinement. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, c'est la gestion des conflits de nos enfants. On sait tous qu'on est tous confinés, on vit tous ensemble 24 heures sur 24 dans un endroit qui est certainement, probablement fermé. Donc on vit tous ensemble, on se connecte plus, on parle plus, on se fréquente plus. Et bien sûr, comme tout état normal d'un être humain, c'est-à-dire qu'il y a des situations de conflit, il y a des moments où on n'est pas tout à fait d'accord, donc on ne peut pas être toujours d'accord, et ça crée des conflits, ça crée des tensions, et chez les adultes et chez les enfants. Mais aujourd'hui, on va s'adresser particulièrement au conflit des enfants. En fait, ça devient la bête noire des parents pendant cette période, parce que tout parent, il a besoin de savoir, de voir ses enfants qui s'aiment, qui sont d'accord sur tout, qui résolvent leurs problèmes tout seuls sans faire intervenir les adultes, sans faire appel à la raison d'un adulte. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler d'un principe qui est très important pour comprendre un conflit. C'est que quand on fait toujours la même chose, on va obtenir toujours la même chose. Un parent qui intervient toujours dans la résolution des conflits de son enfant, il va toujours obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'ils resteront des enfants qui ne sauront jamais trouver de solution eux-mêmes à leurs conflits. Donc, c'est-à-dire, je récapitule. Faites ce que vous avez toujours fait et vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc, si on ne change pas notre regard par rapport au conflit de nos enfants, ça ne va jamais changer. Donc, il faut d'abord changer comment on voit le conflit de nos enfants, comprendre comment ça marche, comprendre le fonctionnement de leur cerveau pour pouvoir les aider et les accompagner dans des situations qui sont désagréables pour eux. Il y a aussi un autre dicton que j'aime beaucoup, qui a été dit par Nelson Mandela, c'est que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans des situations de conflit, c'est pas automatiquement une situation qui est négative pour les enfants. Ça pourrait être une opportunité, ça pourrait être un moment pour grandir, un moment pour échanger, un moment pour exprimer les sentiments, un moment pour comprendre l'autre, comprendre comment ça marche chez les autres. Donc c'est une opportunité, c'est une occasion de découvrir, de comprendre et de grandir. Les crises sont des fois inévitables. Les enfants qui se disputent, on ne peut pas toujours éviter ça. Par contre, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Et le rôle des parents, c'est un grand rôle. Pourquoi ? Parce on aide l'enfant à apprendre de ces situations de conflit. Au lieu de le punir, au lieu de comme font la plupart des parents, au lieu d'arrêter brusquement un conflit en mettant les deux enfants d'un côté et de l'autre, aidons-les à comprendre ce qui se passe chez eux pendant cette situation de conflit. Donc, je vous ai dit que pour comprendre un conflit, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Et pour comprendre comment fonctionne le cerveau, il faut un peu rentrer dans tout ce qui est scientifique. Je ne suis pas une scientifique, mais j'essaie juste de vous donner des éléments pour une prise de conscience par rapport à ça. Donc, il faut savoir que, déjà, avant de comprendre comment ça marche dans le cerveau des enfants, il faut connaître un certain nombre de choses qu'il faut vraiment éviter pendant un conflit. Quand on voit des enfants, par exemple pour un maître qui voit des enfants qui se disputent dans la cour, pour des parents qui voient ses enfants se disputer, il faut déjà établir un certain nombre de règles ou bien éviter un certain nombre de choses. Il ne faut jamais éviter un conflit. On ne peut pas demander à un enfant d'arrêter de se disputer. Il faut le pousser à comprendre. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour que justice soit faite, comme on dit. Il ne faut pas jouer le rôle de l'arbitre. Un parent qui joue le rôle de l'arbitre dans une situation de conflit, c'est un parent qui encourage l'agresseur.
entre guillemets, l'agresseur à rester agresseur et l'agressé à rester agressé. Et ça crée, comme on a dit, une émotion d'injustice chez les enfants. Il faut rester neutre, comme on a dit, il faut être toujours présent. Quand vous voyez vos enfants se disputer, restez un peu loin, mais n'essayez pas de résoudre avec eux le problème. On doit rester présent justement pour créer une certaine protection et une certaine sécurité, parce qu'on sait que les situations de conflit des fois dégénèrent et ça passe par une violence, par des agressions, par des frustrations, par des mots, des insultes. Donc essayons de rester à côté de nos enfants et présents pour les protéger et pour garder leur sécurité. Il faut leur donner les mots appropriés. Des fois, deux enfants qui se disputent, ils n'ont pas les bons mots pour exprimer leurs besoins et leurs sentiments. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les aider à exprimer ces mots, à exprimer des mots appropriés, des mots justes, des mots qui correspondent exactement à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et bien sûr, il faut continuer l'échange ou bien la situation de conflit entre les enfants jusqu'à ce que ça soit résolu. On n'interrompt pas un conflit avant que ça soit résolu. On peut le reporter si ce n'est pas le bon moment pour le résoudre, mais on ne le clôture jamais sans qu'il y ait une solution à la fin, sans qu'il y ait une reconnaissance des besoins de chacun. Donc ça, c'est juste les choses à éviter avant de comprendre, comme on a dit, comment ça se passe dans le cerveau des enfants. Donc un cerveau, c'est quoi un cerveau? Un cerveau, il est composé d'un côté gauche et d'un côté droit, et d'un côté haut et d'un côté bas. Donc chez un enfant, un côté gauche, il sert à quoi un côté gauche? Il sert à raisonner, il sert à réfléchir, il sert à penser, il sert à créer de l'ordre, de la logique, à créer tout ce qui est raison, c'est-à-dire tout ce qu'on veut voir chez nos enfants de bien. Et le cerveau droit, il est responsable de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est non-verbal, de tout ce qui est gestuel, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est regard, posture, le gestuel, la vision d'ensemble du monde. On ne rentre pas on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe, mais on essaie juste de voir les choses d'une vision un peu globale. Chez un enfant, le côté droit, il est plus dominant, c'est sûr. Il est plus dominant parce qu'un enfant, généralement, il s'exprime par ses émotions. Il n'exprime pas la raison. Il vit le moment présent, c'est-à-dire qu'il vit ce qu'il est en train de vivre actuellement. Il ne pense pas à après, il ne pense pas à raisonner, il ne pense pas aux besoins des autres. Donc, il pense à ce qui se passe actuellement. Il veut résoudre le problème tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne veut pas comprendre, comme on a dit, et il aime vivre. C'est le cerveau droit qui est dominant, c'est le cerveau qui aime vivre, qui aime se bagarrer, qui aime se disputer, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime sauter. Et on peut parler d'une rivière de bien-être. C'est-à-dire qu'un adulte, il doit aider un enfant à rester dans un cadre de bien-être. Et le cadre de bien-être, il est entouré des deux côtés. C'est ce qu'on appelle le côté chaos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est des émotions qui explosent et ça entraîne un chaos chez les enfants. Et il y a de la rigidité, c'est-à-dire que beaucoup de raisonnement, beaucoup de logique, beaucoup de compréhension, et un enfant, il ne peut pas toujours comprendre les choses à 100%. Donc on doit l'aider à rester dans un cadre qui est au milieu du chaos et de la rigidité, c'est-à-dire entre les émotions et la raison. On doit le laisser toujours, comme on a dit, nager dans une rivière de bien-être et qui est l'équilibre entre la raison et les émotions. Et le but, c'est de reconnecter le cerveau gauche avec le cerveau droit. Voilà, donc des fois, c'est pas évident, mais il faut le faire. Comment aider son enfant à se connecter avec son réseau gauche, c'est-à-dire son cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau de la raison? On peut faire un certain nombre de choses. On peut l'aider à se connecter, à se rediriger. C'est-à-dire un enfant qui est ému, un enfant qui est en colère, qu'est-ce qu'on peut l'aider à faire? Au lieu de lui dire calme-toi, c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu cries, pourquoi? Donc il faut l'aider à se reconnecter avec son cerveau droit. C'est-à-dire qu'on peut lui faire des caresses, on peut lui dire des mots gentils, des regards rassurants,
on l'aide à se reconnecter avec son cerveau droit, qui est le cerveau de l'émotion, qui est le cerveau de l'imagination, qui est le cerveau qui rassure l'enfant, pas le cerveau de la raison. Un enfant qui est en colère, on ne peut pas lui demander de raisonner, mais il faut lui demander d'abord l'aider à se calmer, en l'aidant à se reconnecter avec son monde réel. On peut aussi l'aider à nommer ses émotions pour qu'il les comprenne. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien sûr, une fois qu'un enfant il est calme, il a besoin de parler avec son cerveau gauche. Donc, quand on calme un enfant et quand on sent qu'il est calme, là, on peut le rediriger. On peut parler avec lui. On peut rediriger vers les règles, vers la discipline. Mais bien sûr, tout en le calmant. Parce qu'un enfant qui n'est pas calme, il ne peut jamais se connecter avec la raison. C'est pour ça qu'on ne peut jamais demander à un enfant de se calmer et de ne pas se mettre en colère parce qu'il fait de son mieux. Même s'il veut, il ne peut pas parce que son cerveau, le plus dominant, c'est le cerveau droit qui est le cerveau de l'émotion. Voilà. Par contre, on peut l'aider à dessiner, à se reconnecter avec la raison en dessinant, en écrivant des histoires, en exprimant ses émotions, en posant des mots sur ce qui se passe chez lui et à l'intérieur de lui. Là, on peut un peu l'aider à se reconnecter avec le monde raisonnable, si on veut dire, et le monde de la logique. Il y a aussi le cerveau haut et le cerveau bas. Donc tout à l'heure, on a parlé de cerveau gauche et cerveau droit. Maintenant, il y a un cerveau haut et un cerveau bas. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'escalier mental. Et malheureusement, chez un enfant, cet escalier, il n'est pas toujours disponible. Pourquoi? Parce que le cerveau haut, déjà, c'est le cerveau si on veut dire, c'est le cerveau de tout ce qui est pensée, de tout ce qui est réflexion, de tout ce qui est travail, de tout ce qui est compréhension, de tout ce qui est schéma difficile à comprendre pour les enfants. Et un enfant, quand on commence, il n'est mature que jusqu'à 25 ans. On ne peut pas demander à un enfant, et c'est un cerveau qui est inachevé jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc comment on peut demander à un enfant de raisonner et de comprendre tout ce qui se passe chez lui alors que son cerveau, il n'est pas achevé. Donc voilà, ce qu'on peut faire, il y a aussi le cerveau bas. Le cerveau bas, c'est quoi? C'est le cerveau de tout ce qui est impulsivité. C'est les choses qui naissent avec nous, c'est des choses qui sont innées, comme respirer, comme clignoter des yeux, quand on est en danger, on fuit, on se défend, on a peur, on est en colère. Donc tout ce qui est, c'est des choses qui sont innées qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et pour connecter l'enfant entre son cerveau bas et son cerveau haut, comme on a dit, il faut quelque chose pour monter. Et cet escalier mental, quand il y a une situation de crise, une situation conflictuelle, il n'y a pas moyen de monter en haut, il n'y a pas moyen de monter vers la raison, il n'y a pas moyen de monter vers tout ce qui est raisonnable chez l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? C'est expliquer aux enfants que justement il existe un cerveau bas et un cerveau haut. Ils peuvent le comprendre, les enfants. Ils peuvent comprendre qu'on peut monter, mais à condition qu'on soit calme, à condition qu'on comprenne ce qui se passe chez nous. Ne pas l'enrager. Un enfant qui est en conflit, on ne peut pas lui demander, lui crier encore dessus plus fort, le taper. Malheureusement, on le fait. On est tous des parents et on le fait. On ne peut pas enrager cet enfant quand il est en colère. Donc ce qu'il faut faire, c'est solliciter chez lui son cerveau qui est haut en l'amenant à réfléchir. Bien sûr, après l'avoir calmé. En l'amenant à réfléchir, en l'amenant à trouver des solutions lui-même à cette situation conflictuelle. Donc là, on parle toujours du cerveau de l'enfant. On n'est pas encore rentré dans le conflit et dans comment accompagner un enfant dans la gestion des conflits. Et éviter la menace, éviter le jugement dans la situation des conflits, pousser l'enfant à réfléchir. Aider l'enfant à exercer son cerveau de haut, c'est-à-dire que, comme on a dit, à chaque fois qu'il est dans des situations de conflit, on lui pose des questions. Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ressens? On l'aide à se calmer et à s'entraîner à utiliser au fur et à mesure son cerveau qui est le cerveau.
On l'aide à prendre une décision judicieuse. Quand un enfant il est dans des situations de conflit, il faut le pousser à assumer ses propres décisions, à prendre ses propres décisions et à les assumer. Et assumer tout ce qui est conséquence. Parce que quand on prend la décision à la place d'un enfant, croyez-moi, on le bloque, on ne l'aide pas à aller à l'avant. On va juste renforcer les émotions qui sont négatives chez lui en ce moment. Apprendre à l'enfant à se connaître. Comment un enfant peut se connaître? Il peut dessiner, comme on a dit, il peut écrire, il peut se poser des questions. Par exemple, quand on voit un bébé qui pleure, on demande à un enfant, à ton avis, pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il pouvait éviter ça? Donc, on essaye de poser chez lui des petites réflexions qui vont l'aider à trouver des solutions à lui-même. L'empathie. On crée l'empathie chez l'enfant en le poussant à comprendre les besoins de l'autre. Parce que quand on comprend le besoin de l'autre, on voit clairement qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre quand on est en conflit avec lui. Un enfant ou bien un adulte. Développer la moralité de l'enfant. Quand un enfant, il n'est pas bien, on le pousse à comprendre, à en tirer une leçon de ce qui se passe chez lui en ce moment. Comme on a dit, à réfléchir aux actes et aux conséquences et tisser des valeurs. Un enfant, par exemple, qui voit quelqu'un mentir, quelqu'un tricher, pour lui, c'est un abus de valeur pour lui. C'est une valeur qui est touchée. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à reconnaître cette valeur qui est en lui, à reconnaître les valeurs des autres. Et bien sûr, un moyen qui est très important pour aider l'enfant à dépasser une situation de crise et à sortir de ces émotions qui sont négatives, c'est de le faire bouger. Un corps qui bouge, c'est tout un schéma mental, une chimie plutôt mentale qui bouge. C'est une chimie mentale qui se développe. C'est l'état émotionnel qui se modifie complètement quand un corps il bouge. Quand vous voyez votre enfant qui n'est pas bien, qui est mal à l'aise, qui est frustré, poussez-le à bouger, à courir, à danser, donc aidez-le à passer à l'action. Il y a une méthode qu'on utilise pour la gestion des conflits. C'est une méthode qu'on peut dire qui se recentre sur la personne elle-même. On aide l'enfant, c'est ce qu'on appelle la méthode de 3C. On aide l'enfant à se concentrer. Premier C, c'est se concentrer. Deuxième C, c'est se calmer. Et troisième C, c'est se contrôler. La concentration, c'est quoi? C'est se reconnecter avec ses pensées, avec ses réflexions, avec ce qui l'agace, c'est-à-dire utiliser son mental pour comprendre les choses. Le calmer, c'est-à-dire faire appel à ses émotions. Une émotion qui, si on veut dire, qui est abusée, c'est une émotion qui a besoin d'être calmée. Et comment on peut calmer un enfant? On peut le calmer, comme on a dit, par des gestes gentils, par des regards rassurants, par des exercices de respiration, des exercices de yoga. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour calmer un enfant. Et il y a le contrôle, et le contrôle c'est le corps. Contrôler le corps, c'est bouger, c'est faire des exercices de motricité, des exercices d'équilibre, des exercices de rythme, écouter son corps, et ça lui permet de se maîtriser et de maîtriser son corps. Donc ça, ce sont les 3 C, c'est-à-dire les 3 choses sur lesquelles on peut agir pour apaiser un conflit chez un enfant. Et le rôle d'un parent et le rôle d'un adulte, c'est de créer un équilibre entre ces 3 pôles. Un enfant qui est agité, c'est un enfant qui est touché dans son corps. C'est un corps qui tremble, c'est un corps qui bouge beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est toucher son mental, toucher ses émotions pour le calmer. Un enfant qui est en colère, c'est un enfant qui est touché dans son émotion pure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le recentrer, il faut le connecter avec son mental. En l'aidant à faire des exercices de rythme, comme on a dit, des exercices de respiration, des exercices qui vont faire appel à son mental. Et voilà, donc un enfant qui est dans les vapes, c'est un enfant qui pense beaucoup. Des fois, il y a des enfants qui sont toujours en train de penser. Ce sont des enfants qui sont trop concentrés sur leur mental. Ce qu'il faut faire, c'est faire appel à leurs émotions et à leur corps. C'est les faire bouger, c'est créer chez eux une situation de plaisir, une situation de joie.
c'est faire appel à leur émotion, à leur corps, courir, bouger, respirer. Donc le but, c'est de créer un équilibre entre ces trois choses. C'est la concentration, c'est le mental, le cœur qui est responsable de l'émotion et le corps qui est responsable de... et le corps qui est responsable de la maîtrise de soi. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est, c'est pour comprendre comment fonctionne un cerveau chez un enfant, pour prendre justement conscience qu'un conflit chez un enfant, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Il fait de son mieux, un enfant, mais est-ce qu'il peut toujours? Il ne peut pas. Parce que soit son cerveau, il n'est pas mature, comme on a dit, soit parce que l'escalier mental qui le reconnecte entre tout ce qui est mental et tout ce qui est raison, il est absent pendant cette situation de crise, donc il faut le reconnecter avec ce cerveau qui résonne. Donc un enfant, il ne peut pas, il fait de son mieux, mais il ne peut pas. Surtout les tout petits qui sont avant l'âge de 3 ans, ce sont des enfants dont le langage n'est pas construit, le cerveau n'est pas construit, donc on ne peut pas leur demander de se calmer quand ils sont en situation de colère. Il faut les apaiser. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi exactement un conflit. Si on veut donner des termes différents à un conflit, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est de la violence, malheureusement. Il y a un côté positif et un côté négatif. C'est de la violence, c'est de l'agressivité, c'est de la frustration, c'est un choc des fois pour les enfants, c'est un danger, c'est une peur, c'est une dispute. Donc ce sont des choses qui sont négatives, ce sont des chimies négatives, des chimies émotionnelles qui jouent en défaveur de l'enfant. Ça, c'est la terminologie et la définition. Mais comme on a dit, un conflit, il n'est pas toujours négatif. Il y a un côté positif, c'est l'opportunité qu'on peut voir derrière un conflit. C'est de se connaître et de connaître l'autre. C'est de s'exprimer et d'aider l'autre à s'exprimer. C'est de trouver des solutions. C'est de renforcer ses relations sociales dans le futur. Donc pourquoi on trouve aujourd'hui des adultes qui sont colériques, des adultes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, des adultes qui insultent beaucoup? Ce sont des adultes qui n'ont pas su gérer leurs conflits quand ils étaient petits, malheureusement. Donc aidons nos enfants à comprendre ce qui se passe chez eux pendant une situation de conflit pour qu'ils peuvent devenir les adultes de demain, des adultes équilibrés. Donc comme on a dit, le conflit, il peut être une opportunité en or pour les enfants. Donc aidez-les à les rendre en leur faveur, à jouer en leur faveur, à les aider à se connaître, à se faire confiance, à se contrôler et à devenir plus mature. C'est quoi l'origine des conflits? Il y a des origines qui sont intérieures et des origines qui sont extérieures. La source d'un conflit, elle peut être une source qui vient de l'intérieur de nous. Ce n'est pas forcément l'autre qui nous a provoqué pour créer un conflit, mais c'est une situation de conflit qui commence par une situation, une frustration interne, c'est-à-dire personnelle à la personne qui est en situation de conflit. Il existe des conflits, comme on a dit, extérieurs et des conflits intérieurs. On va commencer par les conflits extérieurs. C'est quoi la cause d'un conflit intérieur? Pourquoi on se dispute avec les autres? Ça pourrait être pour quelle raison? Donc soit c'est un conflit de personnalité, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont des personnalités différentes. Une personne qui a un fort caractère, qui veut s'imposer, qui veut dominer. Une personne qui est gentille, qui veut juste vivre tranquille, qui n'a pas besoin, qui ne veut pas de problème. Donc ça crée des conflits de personnalité. Il y a des conflits de rôle. C'est généralement quand ça concerne... si on veut rester dans le monde des enfants, par exemple, un grand frère et un petit frère. Toujours un parent, il dit, c'est ton grand frère, laisse-le. Ou bien c'est ton petit frère, protège-le. Donc ça, c'est un conflit de rôle. Et c'est un conflit de fonction sociale, comme un patron et son subordonné. Il y a des conflits de besoins. C'est un besoin qui n'est pas satisfait. Et comme on sait, les besoins, donc il y a une catégorisation des besoins. Ce sont des besoins primaires, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime de soi, des besoins... donc il y a beaucoup de besoins. Et quand ils ne sont pas satisfaits, ça crée un conflit. Le conflit de valeurs. Comme on a dit tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord, quand on a des valeurs différentes, quand on a une éthique différente, ça crée des conflits. Quelqu'un qui ne veut pas tricher et quelqu'un qui triche. Ça crée une situation de conflit. Quelqu'un qui, par exemple, un enfant et son copain. C'est son meilleur copain.
mais il le voit en train de tricher, en train de faire mal à un autre, en train de pousser, en train donc de faire quelque chose qui sort de ses valeurs. Ça ne fait pas partie de ses valeurs, donc il veut se disputer avec ce copain. Il y a un conflit d'intérêts. On a tous des intérêts personnels. Ce sont des intérêts personnels. Chacun a ses intérêts. Quand il y a une discordance entre ces deux intérêts, ça crée un conflit. Par exemple, quand quelqu'un vous prend votre place de garage, donc il touche votre intérêt et ça crée un conflit. Vous avez besoin de résoudre ce problème. C'est un conflit. Les conflits intérieurs. Les conflits intérieurs, c'est des conflits qu'on ressent à l'intérieur de nous qui n'ont rien à voir avec l'autre. Ça peut être une non-acceptation de nos propres besoins. Quand il s'agit, par exemple, d'un parent qui veut que son enfant fasse du karaté. Mais l'enfant ne veut pas faire du karaté, il veut faire du tennis. Donc, l'enfant, il a fait plaisir à son père, mais il n'a pas reconnu son besoin qui est de faire le karaté. Quand on n'accepte pas nos propres besoins, on est en situation de conflit interne. Il y a aussi une situation de choix, un dilemme de choix. Par exemple, un parent qui demande à son enfant, est-ce que tu voudrais un grand cadeau d'anniversaire ou est-ce que tu voudrais inviter tes copains à une fête d'anniversaire? Ça, normalement, l'enfant, il voudrait les deux. Mais il est dans un dilemme, donc ça crée chez lui une petite frustration. Si on ne veut pas dire conflit, c'est une petite frustration interne. Un décalage entre la réalité et les attentes. C'est quoi? C'est par exemple, on s'attend à ce que quelqu'un fasse quelque chose, mais la réalité est différente. On est frustré, on est en conflit, on n'est pas d'accord à l'intérieur de nous, on est en conflit intérieur. C'est-à-dire que, ou bien par exemple pour un enfant, quand il a un meilleur copain, il l'aime beaucoup, mais cet ami, il commence à mentir, il commence à trahir. Donc ça crée chez lui une discordance entre la réalité et les attentes de cet enfant. Il y a aussi ce qu'on appelle le paradoxe entre les valeurs et les actes. Par exemple, pour un enfant, comme on a dit, il a un meilleur copain, mais est-ce qu'il doit, quand il voit son meilleur copain tricher dans un examen, est-ce qu'il doit le dénoncer ou est-ce qu'il doit bloquer sa valeur? C'est une valeur. Pour lui, tricher, c'est très grave. Donc, c'est un abus de ses valeurs. Est-ce qu'il doit dénoncer son copain ou bien est-ce qu'il doit agir et dénoncer son copain ou bien est-ce qu'il doit faire confiance à sa valeur qui est de ne pas tricher? Donc, par exemple, pour une directrice d'école qui doit renvoyer un enfant qui a fait qui est indiscipliné. Donc ça crée une discordance entre les valeurs et l'acte. Est-ce qu'elle doit le renvoyer ou est-ce que cet enfant, elle peut le détruire, c'est-à-dire il peut rester sans école. Donc ça reste un dilemme entre des valeurs et des actes. Ça, c'est des conflits intérieurs. Et il y a des étapes dans le développement des conflits. Donc, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que chaque conflit extérieur, il commence par un conflit intérieur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure et je le répéterai. Et parmi la moitié des étapes d'un conflit extérieur, c'est le conflit intérieur. Les étapes d'un conflit intérieur, ça commence par une frustration, c'est-à-dire un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce cumul de ces frustrations, ça devient de la colère. Quelqu'un qui chaque jour, un frère qui chaque jour te prend tes jouets, un frère qui chaque jour te frappe, un frère qui chaque jour te dérange. Donc au début c'est une frustration, mais après avec le cumul ça devient de la colère. Et bien sûr après ça devient une explosion de la colère, qu'est-ce qu'on appelle le conflit. Donc je répète, c'est une frustration, puis le cumul des frustrations ça devient une colère, et l'explosion de la colère ça devient un conflit. Ça, c'est les 3 étapes d'un conflit intérieur. Et quand ça dépasse ça, ça devient un conflit extérieur. C'est-à-dire quand je suis pas bien à l'intérieur, quand mon frère, il me dérange, c'est-à-dire je suis dérangée, il me frappe toujours. Donc, je suis en conflit, c'est vrai, intérieur, mais je vais passer à quelque chose, c'est-à-dire que je vais reconnaître que ça me dérange déjà. Le fait de reconnaître que ça me dérange, c'est que je veux passer chez l'autre, je veux affronter l'autre. Je veux que ça devienne un conflit extérieur. Donc, c'est une reconnaissance de
de reconnaissance du sens, c'est-à-dire que je reconnais que ce n'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose qui me fait mal, et on reconnaît le conflit. Soit on va commencer à le frapper à notre tour, soit on va commencer à le dénoncer à mes parents, soit je vais commencer à utiliser de la violence, à me révolter. Donc je vais reconnaître ce conflit, et une fois que je vais reconnaître ce conflit, ben, le conflit il est déclaré. Et c'est ce qui devient un conflit extérieur. Un conflit déclaré, c'est-à-dire que je déclare la guerre envers mon frère. Je n'accepte plus qu'il ne me prenne mes jouets, je n'accepte plus qu'il ne me dérange. Donc ça devient un conflit, ça devient un rapport de force entre deux personnes. Ça dépasse tout ce qui est intérieur et ça devient, c'est-à-dire ça commence à concerner deux personnes en plus. Voilà. Donc comment on peut se comporter face à un conflit? On sait que les enfants, ils réagissent différemment face à un conflit. Ils peuvent réagir soit en fuyant le conflit, c'est-à-dire un enfant, quand il fuit un conflit, par exemple un parent qui menace toujours son enfant, qui le dérange, qui, qui utilise la violence avec lui, qui le frappe, c'est un enfant qui va fuir cette violence, qui va être soumis, qui va obéir malheureusement, et ça crée de la dévalorisation chez l'enfant. Donc la première chose, c'est fuir le conflit. Et ça, c'est désagréable pour les deux côtés, et pour les parents et pour l'enfant. L'attaque. Quand on est quelque chose qui nous dérange, quand on est en conflit, on attaque, on agresse, on utilise la violence, on refuse de se soumettre. Ça devient de la violence, soit verbale, soit physique. Il y a de la manipulation. Deux personnes qui sont en conflit, soit ils s'attaquent tous les deux, soit il fuit, quelqu'un qui fuit, soit quelqu'un qui domine, soit quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui gère la situation pour sa faveur. Et ça, c'est aussi une situation qui est désagréable pour la personne qui est agressée, pour la personne qui est dominée. Et il y a une quatrième situation, comment on peut réagir face à un conflit? Ben, c'est la transparence, c'est la franchise, c'est-à-dire que l'un reconnaît les besoins de l'autre et on essaie de trouver une solution qui va correspondre aux deux parties. Donc je récapitule, il y a 3 façons de réagir face à un conflit. C'est de fuir le conflit et se soumettre. Malheureusement, des enfants qui se soumettent au pouvoir des parents, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont pas le droit de réagir, sinon ils vont être violencés. Il y a l'attaque. Généralement, on ne peut pas attaquer un parent, mais on peut attaquer un camarade, on peut attaquer un frère. Il y a la manipulation. On peut manipuler aussi un enfant de notre âge, un enfant un tout petit peu plus grand, mais on ne peut pas manipuler un parent. Par contre, un parent, il peut manipuler son enfant. Il y a de la franchise et la transparence, et bien sûr, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que chacun reconnaisse les besoins de l'autre. Chacun essaie d'exprimer ses sentiments, chacun essaie de parler de ce qui lui fait mal, de ce qui le dérange. Et ça aide à se respecter et à respecter l'autre. Et ça, je ne pense pas qu'il y a une situation meilleure que celle-là. C'est la meilleure façon de résoudre un conflit. C'est de se respecter l'autre, de s'exprimer, de laisser l'autre s'exprimer, de reconnaître ses besoins, de laisser l'autre reconnaître ses besoins. Et c'est ce qu'on appelle de la communication non violente. Il y a une méthode pour aider les enfants à résoudre ces conflits. C'est ce qu'on appelle le modèle ORBD. Alors, O comme observation, R comme ressenti, B comme besoin et D comme demande. On aide l'enfant, un enfant qui est en conflit avec quelqu'un, un adulte ou un enfant, on l'aide à observer ce qui se passe, sans juger. J'ai remarqué que tu as frappé ton frère. Juste j'observe, je ne juge pas. Ça, c'est la première étape de la gestion des conflits. J'observe le conflit, j'observe le désagrément, j'observe la situation qui est conflictuelle. La deuxième chose, c'est le ressenti, le R, c'est-à-dire qu'on reconnaît les émotions qu'on ressent. On exprime les émotions. Par exemple, je t'ai vu frapper ton frère, ça m'a fait mal, ça m'a rendu triste et ça a rendu triste ton frère. Donc on parle de nos ressentis, on parle de nos émotions, de ce qu'on ressent au moment présent. On parle de le B comme besoin. On exprime nos besoins. Par exemple, je t'ai vu frapper ton frère, j'étais triste et j'étais triste aussi pour ton frère parce qu'il a eu mal.
Et j'avais besoin que tu le comprennes. J'avais besoin que tu le respectes. Il avait besoin que tu le respectes. Il avait besoin que tu le comprennes. Et la dernière chose, c'est exprimer une demande qui est claire et précise. C'est-à-dire, je voudrais que pour les prochaines fois, tu parles avec ton frère, tu ne le frappes pas. C'est-à-dire, on fait une demande qui est claire. Deux enfants qui se disputent, c'est la même chose. On aide ces enfants à observer le désagrément qu'ils ont eu, à parler de leur ressenti. Est-ce que ça leur a fait mal, ça leur a fait peur, ça les a frustrés, ça les a mis en colère. Exprimer leurs besoins. J'avais besoin que tu partages avec moi, j'avais besoin que tu me comprennes, j'avais besoin que tu me respectes, j'avais besoin... Donc tout ce qui est en relation avec les besoins. Et dernière étape, c'est d'exprimer une demande. Je voudrais que tu fasses ça et ça et ça pour les prochaines fois. Je voudrais que tu arrêtes de me frapper. Donc on exprime la demande, on exprime ce qu'on veut clairement, avec les mots justes, avec les mots appropriés, sans utiliser de la menace, sans utiliser du jugement et sans toucher sans utiliser des choses négatives, des expressions négatives qui touchent les besoins de l'autre. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure méthode qu'on peut utiliser avec nos enfants pour les aider à résoudre les conflits entre eux, enfants, et entre un enfant et un adulte. Et ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, c'est d'aider ces enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à mettre des mots sur ce qu'ils veulent dire, à mettre des mots à ne pas utiliser, au lieu d'utiliser la violence, leur donner d'autres alternatives à la violence. C'est la communication et la communication. Et ça ne marche pas qu'avec les enfants, ça marche avec tout le monde. Avec les adultes, avec un couple, avec un enfant, avec un patron, avec un employeur, un employé, un employeur. Donc la communication, ça résout tous les conflits. Il y a aussi ce qu'on appelle un parent, il peut intervenir, oui, mais intervenir en tant que médiateur. Comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas jouer le rôle de l'arbitre, il faut jouer un rôle qui est neutre. Et un rôle qui est neutre, c'est un rôle de médiateur. C'est quoi un médiateur? Un médiateur, quand on voit nos enfants se disputer, on doit être là, oui, mais ne pas être là pour résoudre leurs problèmes, c'est être là pour favoriser l'échange entre eux. C'est pour les aider à, comme on a dit, exprimer leurs besoins de chacun, à reformuler ce qui a été dit par chacun, à écouter déjà ce qui a été dit par chacun et à le reformuler à l'autre. Par exemple, deux enfants qui se disputent, pourquoi il t'a frappé? Il a dit, moi, ce que je peux faire, c'est de lui dire, tu sais, il avait mal quand tu l'as frappé. Donc on reformule le besoin de l'autre. C'est jouer le rôle de médiateur, c'est-à-dire, c'est comme une table de ping-pong, c'est-à-dire qu'on rend la balle à l'autre, juste on reformule ce qui a été dit par les deux côtés. Et ça, c'est le rôle de médiateur, il n'y a pas mieux pour gérer le conflit entre deux enfants. On ne résout pas le problème, on les aide à résoudre les problèmes, on les aide à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est une recherche de solutions communes qui répond aux besoins des deux côtés. Donc je pense que ça c'est pas des règles miracles pour résoudre les problèmes. Comme on a dit, les problèmes, des fois, ils sont inévitables. Mais ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, c'est une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants, à ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Les aider à comprendre ce qui se passe chez eux, à comprendre leur corps, à comprendre leur cœur, à comprendre leur esprit, les émotions, leurs besoins. Exprimer leurs besoins. Et ça les aide à résoudre leurs conflits, comme on a dit, internes et externes. Quand un conflit interne dégénère, ça devient un conflit externe entre deux parties. Un conflit n'est pas toujours négatif. Un conflit, c'est une occasion, c'est une occasion de se développer, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité d'améliorer nos relations sociales avec les autres, de connaître l'autre, de vivre avec l'autre. Donc on ne peut pas vivre sans l'autre. Et quand on arrive à résoudre nos conflits déjà internes, à les comprendre, soyez sûr qu'on va comprendre les conflits, les problèmes des autres, et on va vivre en harmonie ensemble. Donc voilà, comme on a dit, il faut toujours ramener les enfants vers leur réalité, les calmer, les aider à passer du cerveau bas vers le cerveau haut,
les aider à passer du cerveau droit vers le cerveau gauche qui résonne, qui est logique. Comme on a dit, il y a plusieurs moyens pour le faire. C'est la respiration, c'est la médiation, c'est l'aider à bouger, à une éducation aussi positive, une discipline positive, de la bienveillance, les aider à se faire confiance, à se connaître, leur donner de l'attention. Aussi les reconnecter avec son monde intérieur. Un enfant qui est frustré, qui est agacé, ramenez-le vers un endroit qui va lui faire plaisir, montrez-lui des images qui vont le reconnecter avec son monde intérieur. Et ça, c'est très important pour sortir d'un conflit. L'aider à bouger, à faire du yoga. Donc il y a beaucoup de choses. Déjà, dormir, se calmer, respirer, ce sont des choses qu'il peut faire juste pour se calmer. Et quand on se calme, on se reconnecte avec la raison. Et c'est ce qui résout les conflits, c'est revenir à la raison, c'est se reconnecter à la raison. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses, des alternatives à la violence. Aucun parent n'aime que ses enfants passent à la violence dans une situation de conflit, proposant à nos enfants des alternatives de conflit en les aidant à comprendre comment ça se passe chez eux. On peut utiliser l'escalier mental pour caricaturer le cerveau d'un enfant. On peut lui expliquer ça. À partir de 3 ans, un enfant, il peut comprendre. Par exemple, on peut utiliser, il y a une méthode qu'on utilise avec la main, c'est-à-dire que les 4 doigts, c'est le cerveau haut, et le pouce, c'est le cerveau bas. Donc, quand la main, elle est comme ça, c'est-à-dire que les deux côtés sont, le cerveau haut et le cerveau bas, ils sont connectés. Une fois qu'on est en situation de conflit, qu'est-ce qui se passe? Les 4 doigts, ils montent en haut et le cerveau bas, il reste. Donc, c'est difficile de monter. C'est difficile de monter parce qu'il n'y a pas d'escalier pour monter. Ce qu'on peut faire, c'est essayer. Déjà, quand on leur explique ça, ça les aide à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux pendant la situation de conflit. Donc, il faut les aider à refaire descendre la raison vers l'émotion pour essayer de trouver un équilibre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit, je ne vous ai pas donné des règles miracles pour résoudre les conflits, mais c'est juste une prise de conscience par rapport à un conflit. On passe tous par des situations de conflit, adultes et enfants. Et nous, en tant qu'adultes, on était des enfants, on est passé par des situations de conflit. Je ne sais pas, est-ce qu'on a toujours réussi à les résoudre, mais un adulte qui est épanoui, c'est un adulte, un adulte qui est épanoui, c'est un enfant qui était épanoui. Aidons nos enfants à être épanouis, aidons-nous à être épanouis, communiquons positivement, utilisant de la communication non violente et de la bienveillance et restons connectés avec nos émotions et avec notre raison. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un peu à comprendre c'est quoi un conflit, comment ça se passe dans notre cerveau, comment ça se passe dans le cerveau de nos enfants. Sachez que vos enfants, ils font de leur mieux. C'est pas toujours évident pour eux de gérer un conflit, de ne pas exploser émotionnellement face à une situation de violence, face à une agressivité. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère qu'on va être dorénavant des parents plus attentifs face aux besoins de nos enfants, les aider à exprimer au mieux leurs sentiments et à mettre des mots sur ce qui leur arrive. Et voilà, donc merci à tous et très bonne soirée. Et je vous promets de nouvelles vidéos avec d'autres sujets qui nous concernent tous pendant cette période de confinement. Et bon confinement à tous. Apprenez le maximum, profitez de vos enfants, partagez des moments ensemble. Ça aide, ça permet une connexion de toute la famille et ça crée une harmonie, ça crée une ambiance favorable dans le monde, dans nos familles. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.